Avec notre invité ce soir, on va évoquer la question liée au début de l'examen des réformes constitutionnelles à l'Assemblée nationale. Un projet de loi a été envoyé par le gouvernement et se trouve en étude à la commission des lois de l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition, les députés parlementaires de l'opposition, en tout cas une certaine partie, ont déjà claqué la porte hier. On évoque le sujet avec le docteur Folie Ekwe, conseiller de l'Union des forces de changement. Bonsoir, docteur Ekwe. Bonsoir, cher ami. Alors, question simple pour commencer. Quelle est l'approche ou la façon à l'UFC, aux députés de l'UFC, d'aborder cette question de réforme à l'Assemblée nationale? Oui, d'abord, il faut dire qu'il y a une certaine pratique que tout le monde connaît, qui est celle-là des consignes que le parti donne à ses députés. Mais nous savons aussi que au-delà de ça, les députés gardent une certaine indépendance et autonomie au moment du vote. Alors, l'UFC, vous savez bien que l'UFC a accepté de supporter et de soutenir la médiation de la CEDEAO. Et donc, nous savons tous que c'est la CEDEAO qui, le 31 juillet, a demandé aux Togolais d'aller vers les élections. Et nous, comme bien d'autres partis, avons accepté de nous préparer. Mais au-delà des élections, il y a cette question des réformes. Étant donné que ces réformes dont nous parlons ont été l'objet principal de l'accord que l'UFC a signé avec le RPT, aujourd'hui devenu UNIR, il n'y a pas de raison pour laquelle les députés de l'UFC ne voteraient pas au Parlement pour l'adoption du test des réformes. Donc, je crois que ça, c'est le décor. Maintenant, quel genre de test, quel contenu? Nous reportons à ce que nous avons obtenu du RPT en 2010. Nous avons obtenu la limitation des mandats, nous avons obtenu le scrutin majoritaire à deux tours pour le chef de l'exécutif, c'est-à-dire l'élection du chef de l'État. Nous avons obtenu également la réforme de certaines institutions, dont la Cour constitutionnelle et bien d'autres. Alors, si ce sont les éléments qui sont versés au test des réformes, les députés de l'UFC voteront pour. Mais si ce ne sont pas les éléments qui sont versés, il y aura des amendements de la part des députés de l'UFC. Tout compte fait, nous voterons parce que nous voulons que les réformes soient faites. Voilà. Alors, d'après ce qu'on a lu du projet de loi qui a été envoyé par le gouvernement, il y a bien sûr la limitation du nombre de mandats à 2. Il y a l'élection à 2 tours pour le président de la République. Il y a même une réforme liée à la Cour constitutionnelle. Mais les députés de l'UFC savent très bien que ce n'est pas tant ça qui pose problème et que c'est une formule sacrée ou consacrée qui pose problème aujourd'hui. Non, cette formule dont on parle, en aucun cas, ne pose pas un problème au niveau de l'UFC. Cette formule a posé problème, continue de poser problème au niveau d'une certaine opposition, c'est-à-dire la C14. Non, l'UFC ne fait pas de fixation sur en aucun cas. Tous les constitutionnalistes vous diront que lorsqu'on dit dans un article, une disposition juridique, on vous dit que le chef de l'État est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, et qu'il reste en poste jusqu'à l'investiture de son substitut ou de son successeur, alors on sait qu'il n'y a pas possibilité pour un président d'en faire plus de 2. Maintenant, en aucun cas met en emphase l'impossibilité d'un président qui aurait fait déjà 2 mandats de revenir après un saut d'un mandat, de redevenir président. Le problème, il est là. Pour les juristes, c'est cela le problème. C'est la problématique de la présidence par intermittence de plus de 2 mandats. Ce n'est pas la problématique de la rétroactivité. Or, la C14 pose ce problème en aucun cas dans des termes qui mettent en exergue le régime d'applicabilité de la réforme. Nous avions déjà dit, parce qu'au-delà d'être engagés au plan politique, nous sommes quand même des chercheurs du politique. Nous avions déjà dit et démontré dans ce pays
qu'aucune réforme constitutionnelle, en particulier celles qui concernent les grands pouvoirs, ne sauront être rétroactives. Non. Dès lors que les réformes sont faites, elles vont disposer pour l'avenir. Et donc, l'actuel chef d'État, qui est en fonction, qui a acquis son mandat 2015-2020 à l'issue des élections de 2015, a son mandat qui est sous tutelle, qui est protégé, et les réformes vont commencer à partir de 2020. Maintenant, dans le cadre de négociations d'ordre politique, si la CEDEAO ou le parti au pouvoir ou les acteurs de notre arène politique décident ou se mettent d'accord sur le fait que le mandat en cours soit considéré comme le premier mandat de la réforme à venir, c'est un autre problème, c'est une autre question qui peut être discutée. Pas de droit, mais à travers un consensus, une discussion en gentleman en politique. Je crois que c'est la problématique des réformes de notre point de vue. À part ça, il n'y a pas de problème, nous sommes tranquilles. Nous attendons que, puisqu'il y a eu des discussions dans le pays concernant le test que le gouvernement a envoyé et le contenu de la note d'expertise du professeur Fall. Professeur Fall, nous avons eu l'opportunité de discuter avec lui et il nous a expliqué les motifs de son analyse. Et je crois que, comme l'a dit le ministre Bawara, c'est une question de temps. La feuille de route imposait que le test soit transféré au plus tard le 10 novembre. L'expert aurait transmis son rapport le 12 novembre. Il était impossible que le document du gouvernement, l'avant-projet, intègre, ou plutôt ait intégré les modifications ou les contenus du test de l'expert. Cela n'empêche que, lors des discussions en commission ou en plénière, les gens puissent intégrer ce que l'expert a proposé à notre pays. Mais le blocage qui est intervenu déjà en commission et qui a fait que la coalition des 14, du moins les députés de la C14 ont claqué la porte, c'est qu'ils demandent que ce soit le test de l'expert qui soit envoyé en étude à la commission des lois au motif que c'est la CEDEAO qui est habilitée à présenter un projet de réforme. Oui, c'est un problème qui est faux. Parce qu'on peut envoyer un test qui est complètement différent de ce qu'on veut. Au lieu des articles 59, 60, 61, ainsi de suite, on peut amener un test avec l'article 59 et d'autres articles. C'est aux députés, en discussion parlementaire, d'apporter leurs amendements. L'amendement peut aussi concerner d'autres articles. On peut demander en voie extraordinaire, par voie extraordinaire, quand nous voulons ajouter un autre article au test des réformes. Ça peut se discuter. Mais dire que le test envoyé n'est pas bon, il faut le renvoyer à son envoyeur, il faut le expédier à son envoyeur et renvoyer un autre test. Je crois que c'est un problème de procédure, c'est une question de compréhension des procédures. Les députés de l'opposition doivent être au courant des procédures. Ils connaissent bien le règlement intérieur. Le test envoyé doit être amendé. Si vous avez le rapport de l'expert, professeur Fall, vous avez le test que l'avant-projet de loi, ce qui manque. Vous produisez l'amendement de tel article en intégrant les informations qui sont ici. C'est simple. Il n'y a pas de raison, que des gens qui sont des parlementaires et qui travaillent depuis des années à l'étude des tests soient incapables d'amender un test sur la base d'informations produites par un autre test. Donc ce blocage, il est d'ordre politique. Il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Je crois que les députés de l'opposition qui ont boudé à cause de ce problème-là sont dans une démarche de blocage. Et c'est encore une fois l'occasion de rappeler à tous que les réformes dont nous parlons ont fait pleurer les Togolais depuis les années 2010 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à 2 pas de faire les réformes constitutionnelles au Togo. On invite les opposants, la C14 au Parlement, ceux de notre parti et tous les autres, les députés de l'UNIR, à faire en sorte que ces réformes soient faites
cette année, ainsi que le demande la CEDEAO, et pour que les réformes soient faites et pour qu'on passe à autre chose. Le problème qui va se poser, si les députés de l'opposition parlementaire ne font pas attention et ils essaient de faire du blocage, le texte envoyé par le gouvernement ne sera même pas amendé. Il sera voté aux 2/3. Et ça passera au référendum. Et les populations vont voter. Parce que le référendum, il n'y a pas de quorum. Ça n'existe pas. Mais donc, c'est mieux pour tout le peuple togolais, pour le pays, que ce texte soit amendé par des gentlemen politiques qui se respectent et que ce qu'ils veulent soit intégré et que les votes soient faits afin que ces réformes soient faites. Alors, vous pensez que ce qui a été fait hier n'avait pas nécessairement besoin d'être fait, il suffit simplement qu'on propose des amendements? Tout à fait. Il suffit simplement, c'est le film de septembre 2017 qui se reproduit. Et c'est ce qui est intriguant pour notre pays. Parce que dès lors que même des initiatives qui sont positives se retrouvent devant des murs, ça veut dire que nous sommes dans une dynamique de sac, dans une dynamique de destruction. Parce que si je peux ne pas vous aimer, mais si vous proposez quelque chose qui est bon, donc pour tout le monde, nous sommes en politique, on accepte. Jusqu'à ce point, il faut accepter. Lorsqu'on commence par faire des blocages sur ces questions-là, c'est qu'on veut dire, lancer un message qui est très enfantin, parce que nous voyons les enfants au jardin d'enfants, l'école primaire qui se comportent ainsi. Si ce n'est pas moi qui l'ai fait, ça ne passera pas. Il faut que ce soit moi qui le fasse pour que j'y adhère. Même si je sais que le processus en cours est bon. Donc c'est un comportement très infantilisant que des adultes en politique reproduisent. Et on appelle vraiment à la sagesse de tous ces acteurs. Et on a boycotté le recensement. On va boycotter les élections. Ça, c'est un choix politique que des gens font. Les élections, c'est pour que des candidats aillent au Parlement. Mais si certains candidats n'iront pas, d'autres iront. Le Parlement aura le nombre de députés requis par la Constitution, de toutes les manières. Mais pour les réformes, ça ne doit pas être le même raisonnement, le même comportement. Voilà l'analyse que je peux faire concernant ce quiproquo qu'il y a eu au Parlement, qui est très dommageable et pour notre pays. Et si de l'autre côté, UNIR choisissait simplement de retirer son projet de loi pour mettre sur la table le projet du professeur Fall, est-ce que finalement ça ne mettrait pas tout le monde, surtout la coalition, devant ses responsabilités? Oui, je n'ai pas eu vent d'un refus potentiel de UNIR d'intégrer les recommandations du professeur Fall. Je ne crois pas avoir eu vent d'une telle disposition. Mais il ne s'agit pas ici simplement d'intégrer, mais la coalition dit nous ne voulons même pas examiner le projet du gouvernement, nous voulons le projet du professeur Fall. Oui, mais du moment où le projet du gouvernement est envoyé dans un délai prescrit par la CEDEAO, le travail du professeur Fall est venu après. La logique veut qu'on intègre son contenu. On ne peut pas renvoyer. S'il n'y avait pas la possibilité d'intégration par la procédure des amendements parlementaires, on pouvait dire, mais donc nous sommes bloqués, on le renvoie, on ramène l'autre. Mais tout le monde voit qu'il y a possibilité de les amender. Alors pourquoi ce n'est pas plus simple de les amender que de demander à ce qu'on renvoie, on veut passer de ce test, on veut un autre. Vous voyez, c'est ce que j'appelle par l'infantilisation de la classe politique togolaise. On ne doit pas perdre du temps sur ces genres de questions. Les réformes sont tombées au Parlement, elles ne sont pas conformes à ce que vous voulez, à ce que je veux. Je propose mes amendements, on discute là-dessus. Mais si, à l'issue des discussions, je me rends compte qu'il y a une volonté pernicieuse de l'autre, de ne pas... Parce que, vous savez, le Togo ne va pas se mettre contre la CEDEAO. Non. Donc, les recommandations de la CEDEAO seront intégrées, seront prises en compte. Encore que le rapport véritable de l'expert a été transmis ordinairement aussi bien à la C14 qu'au gouvernement. Donc tout le monde sait ce qu'il y a dans le rapport. Allons aux amendements pour éviter que le test qui possède de la seule vision de unir
ne passe au référendum. Si c'est ce que les gens veulent, les gens ne veulent pas, qu'ils prennent des comportements conséquents. Maintenant, un autre aspect de cette chose, c'est que c'est une analyse que je fournis du comportement de l'opposition. L'opposition de la C14, particulièrement cette opposition-là, elle fonctionne par exclusion, par segmentation. Et de la connaissance que nous avons de l'histoire politique, quand des gens commencent par se comporter ainsi, ils finissent par tout perdre. Ils perdent tout. C'est ce qui se passe toujours, mais on a l'impression que les gens ne tirent pas leçon de ce qui leur arrive. Dans une république, il y a des règles. Lorsque vous ne participez pas au processus de création des règles, c'est ceux qui participent qui imposent leur volonté à travers les règles. Même si vous n'êtes pas d'accord, il faut y être. Même si votre volonté ne sera pas prise en compte, il faut y être. Donc, lorsqu'on fait la politique de la chaise vide, on la fait tout le temps, alors on donne l'opportunité à ceux que l'on considère ne pas être légitimes de gouverner. Donc ceux qui font ça, nous n'allons plus dire que c'est la faute au gouvernement. Nous dirons que finalement, quand vous faites dans le déterminisme, dans le cartésianisme, vous voyez le résultat de ce que les gens produisent. Et c'est le résultat qui vous informe sur leur intention. Donc nous finirons par conclure qu'en réalité, l'intention de cette opposition, qui fait tout pour ouvrir le boulevard au gouvernement, n'est rien d'autre que d'aider le gouvernement à évoluer. Vous voyez? Le raisonnement part absurde. C'est pour cela que nous disons, si c'est ainsi, on ne veut pas entendre que des gens se plaignent. On ne veut pas entendre que des gens aillent sur les radios pour se plaindre. Il faut être conséquent et responsable de ce qu'on fait. C'est un dommage aujourd'hui que nous soyons dans une situation où il y a toujours du blocage, il y a toujours de l'opposition, il y a toujours des plans. Vous savez, des plans qui sont concoctés, qui sont fomentés dans une perspective de conflit et de combat. Et c'est déstabilisant pour notre pays, comme cela peut l'être pour d'autres pays. Mais la coalition estime quand même que depuis un bon moment, le pouvoir a montré, même si sur du bout des lèvres, il se disait favorable aux réformes, a montré qu'il voulait se tailler quand même une bonne place pour son champion, pour pouvoir remplir au moins 2 fois, et que cette fois-ci, elle ne compte plus se laisser faire. Non, nous sommes dans une perspective où nous pensons que ce que pense la coalition n'est pas la réalité. C'est leur vue de l'esprit. Parce que le parti au pouvoir, comme nous aussi, nous avons une vue de l'esprit. Donc, le parti au pouvoir est là, il a ses représentants, ils font des conférences de presse, ils disent ce qu'ils font. La coalition également en fait de même. Nous aussi, nous en faisons de même. Ce que la coalition dit du parti au pouvoir, il y a tellement de probabilités que ça soit faux. Parce qu'ils ne sont pas dans la cuisine interne du parti au pouvoir. Et je crois qu'ils sont très loin de comprendre exactement ce qui se passe au niveau du parti au pouvoir. Et je ne vais donc pas m'aventurer sur un terrain que je ne maîtrise pas. Voyez-vous. Donc, je crois finalement que le recensement boycotté, les élections boycottées, la classe politique nationale iront aux élections à condition que le processus continue sans conflit. Parce que lorsqu'il y a un conflit social, politique, déflagrant dans le pays, cela empêche la tenue des élections. Donc, au plan politique, c'est le défi, c'est le prochain défi. Si ce défi est vaincu par la paix, les élections se passeront. Mais si ce défi est gagné par la guerre, par le conflit, les élections seront hypothéquées. Voilà. Mais est-ce que le plus urgent maintenant, à l'heure actuelle, ce sont les élections? Alors, si je m'en tiens au chronogramme de la CEDEAO, le plus urgent à l'heure où nous sommes, ce sont les réformes. Les élections viennent après. Réforme, référendum. Maintenant, si je m'en tiens à la crise politique en général, en tant que politicien, je pourrais vous dire que les élections peuvent ne pas être la solution. Mais en tant que politique, je vous dirais que oui, les élections sont la solution. Parce que nous disons que les élections ou le vote a cette chose d'admirable qu'elle tue l'insurrection dans son germe. Et elle donne la parole à l'insurrection.
Donc, lorsqu'il y a une insurrection populaire et qu'on donne le vote aux gens, de s'exprimer par le vote, ils ont un autre moyen que la violence. Et dans le cadre d'une crise comme la nôtre, les élections sont dues et sont importantes. D'un autre point de vue, les élections ne sont pas prescrites au Togo par la CEDEAO. La CEDEAO a juste demandé à ce qu'on renvoie les élections un peu plus tard. Parce que les élections que nous avons rentrent dans le cadre du renouvellement de la législature. 2013-2018, ce n'est pas une nouveauté. Et donc la crise politique pouvait, à un moment donné, compromettre le programme ordinaire de la République. Mais lorsque la crise est prise en compte par la CEDEAO, et il y a un dialogue qui est créé, des passerelles qui sont mises en place, le processus républicain ordinaire peut continuer. On nous a donné 4 mois, c'est bientôt le 20 décembre. Nous, à l'Union des forces des changements, nous appuyons la médiation de la CEDEAO. Et c'est parce que nous appuyons cette médiation que nous sommes sortis de la CENI, pour ne pas mettre la CEDEAO en difficulté. Voilà, c'est pour la CEDEAO que ce geste a été fait. Voilà. Docteur Ekwe-Folie, merci d'être passé répondre à nos questions. Je vous en prie. On va passer maintenant à un regard croisé